Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois la parentalité. Alors dans nos pays, à notre époque où la plus grande majorité des bébés qui viennent au monde sont désirés, tout n'est pas aussi rose que cela et la réalité est parfois plus compliquée. En effet, que signifie être parent? Cela va-t-il de soi dès l'arrivée de bébé? Existe-t-il en chacun de nous une fibre parentale prête à s'éveiller? Nous allons tenter d'y répondre, mais je vous invite d'abord à suivre le sommaire de cette émission. Commençons notre émission par un court extrait de Ciel un bébé, un film produit par la Fondation Françoise Dolto qui encourage les jeunes parents à exprimer leur joie et leur peur face à l'arrivée de bébés. Comment peuvent-ils croire tous qu'ils font des enfants par altruisme ou générosité? Ils ont choisi d'en faire bien, mais il y a quand même là quelque chose d'effrayant. Ensuite, place au théâtre, qui met en scène deux femmes que 50 ans séparent. Deux femmes qui s'interrogent sur leur envie d'enfanter ou pas. Et retrouvons une seconde fois nos jeunes parents. Bébé a bouleversé les équilibres. Chacun d'eux réagit à sa manière. Pour terminer, une séquence de page en page où je vous propose une rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt pour la sortie de son dernier livre, Les deux messieurs de Bruxelles. Michel Warnimont-Philibert, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Michel Warnimont, vous êtes sage-femme et vous, Philippe Béac, vous êtes directeur de l'association Dolto ici en Belgique. Alors Corinne, pour entrer dans cette thématique de la parentalité, par quoi commençons-nous? Eh bien, comme vous le dites très justement, Philippe Béac, sur le site de l'association Françoise Dolto, être parent, c'est le début d'une grande aventure qui bouleverse beaucoup de certitudes. Être papa, être maman, cela ne va pas automatiquement de soi et parfois, il faut apprivoiser un petit peu cet état. Alors maintenant, je vous propose un extrait du film de Dominique Volric, Ciel à bébé. On a tous une étincelle dans les yeux et puis oui, ça c'est clair, on est hyper fiers. Surtout très fiers de le montrer. Il y a un enfant qui va m'appeler maman un jour. Comment est-ce que je vais être comme mère? Il n'y a pas simplement l'enfant qui se rajoute, il y a tout un jeu. Tout le monde change de place dans la famille. C'est vraiment une relation qui se tisse au jour le jour. Et c'est ça qui est merveilleux. Je me sentais pas du tout maternelle pendant toute ma grossesse et j'ai eu très peur. En voyant des nouveau-nés, ça me faisait aucun ressentiment, aucune affection. Et j'étais contente que l'enfant sorte et je l'ai regardé avec un œil curieux. Et je me suis donné le temps de découvrir. On ne le connaît pas en fait. Il y a eu les regards, c'est d'énormes échanges qui en disent long et c'est très profond le regard d'un bébé. Ça transperce comme ça et les contacts aussi. Pour l'instant, c'est le canard qui compte. Ben oui. Un bisou. Autant on a essayé de s'y préparer, on dit ah oui, on va avoir une fille et tout, autant quand elle est là, on se dit tiens, dire que c'est notre fille. On est papa, on est maman. On a eu beaucoup de difficultés et encore maintenant à se dire on est parents quelque part. C'est un peu comme si on nous avait donné le bébé, voilà. Hop, à vous de vous occuper. C'était assez étonnant parce que pourtant on s'y était préparé et ainsi de suite. Moi je me retrouvais comme si j'avais 2 gants de boxe où je savais absolument pas quoi faire de ce machin, je veux dire ça franchement, cette petite chose qui crie dans tous les sens, qui veut se faire comprendre, qu'on n'arrive pas à comprendre. Allez, on y va. Râle pas, hein. Moi, c'est ça qui m'a fait le plus peur au début, c'est comment je vais être par rapport aux cris et aux pleurs du bébé, quoi. Comment je vais me sentir et tout ça. Et à des moments, elle pleure tellement que ça me fait mal à moi, ça me fait mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, mais
Il n'y a rien en fait, hein. C'est juste une crise quoi. Juste, écoute, j'ai envie que tu me prennes dans tes bras, prends-moi dans tes bras quoi. Mais je peux pas tout le temps la prendre dans mes bras parce qu'après elle va trop s'habituer et c'est pas bon. Philippe Béac, sommes-nous prêts à être parents un jour ? Je pense qu'on n'est jamais prêt. C'est un tel chamboulement, et ils le disent si bien, les jeunes parents qui en parlent. On ne peut pas être prêt à ça. Je pense que c'est quelque chose qui s'invente au jour le jour, qui se découvre. Et c'est ça qui fait d'ailleurs tellement peur, je pense, aux parents, qui ont l'impression qu'ils devraient avoir des connaissances particulières. Je dis toujours, on éduque sur le dos de nos enfants, on apprend à être parents sur leur dos, mais ils sont assez solides pour vivre ça, je veux dire. C'est ça qui fait aussi toute la chimie entre des parents. Je pense qu'on serait prêt, on se serait préparé de façon extraordinaire. De toute façon, au moment même, face à l'enfant, on serait complètement dépassé. Donc, se préparer, je pense que c'est surtout simplement se dire, on va voir au jour le jour comment on va inventer notre parentalité, comment on va être père ou comment on va être mère. Alors, Michèle Brandimont, comment peut-on se préparer, d'après vous, vous qui êtes sage-femme? J'avais envie de dire, oui, on peut se préparer à la parentalité et être prêt à ne pas être prêt. C'est-à-dire, c'est accueillir ce qui vient. Et je pense que c'est important, par exemple, dans le rôle de la sage-femme qui accompagne la maman et et le papa d'ailleurs, qui les soutient tous les deux dans cette parentalité, c'est de renforcer les compétences des gens, c'est leur dire, il y en a des centaines de milliers qui sont passés avant vous et vous avez cette capacité en vous d'y arriver, faites-vous confiance. Et sortir de cette image de bébé tout rose, tout fait pour accueillir le sien qui arrive là. Alors, est-ce que la grossesse est-elle toujours un temps heureux? Ah non, pas vraiment. Non, je pense que ce mythe de la grossesse épanouie, la femme comblée, c'est un mythe réel. Il y a des femmes qui le vivent comme ça, qui se sentent vraiment toutes remplies de cet enfant dans leur ventre. Et il y a des femmes qui ne pensent qu'à une chose, c'est qu'ils sortent le plus vite possible. Et donc, le problème pour ces femmes-là, c'est qu'elles ont très peur, elles projettent sur leur capacité à être maman, cette difficulté à être enceinte. Et donc, et de vivre cette grossesse pleinement. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas du tout liées. Donc, Philippe Béac, en quoi est-ce que la grossesse change-t-elle la vie du couple, d'après vous? Je pense que dans la suite de ce que disait Michel, je pense qu'il faut vraiment couper les ailes à un canard et dire que l'amour maternel, ça n'existe pas. C'est une vision de l'esprit, ça. L'amour, ça vient petit à petit dans cet apprivoisement entre des parents et des enfants. Et alors évidemment que, pour répondre à votre question, ça fait un changement extraordinaire. Je veux dire, on a vécu à deux pendant un certain temps, et puis tout d'un coup, et c'est une des premières épreuves, je pense, pour un couple, c'est à partir du moment où arrive un enfant et où on doit réaménager sa relation à tous les niveaux. C'est à la fois, je veux dire, au retour de maternité, déjà toute la préparation. Il y a des hommes qui décompensent complètement, qui étaient très contents d'avoir un enfant comme ça dans l'idéal, dans l'imaginaire. Et une fois qu'ils sont confrontés à ça, ont l'impression que leur femme leur appartient plus, que c'est plus leur femme, qu'elle est complètement centrée sur ce bébé. Et pour eux, c'est une souffrance. Donc il faut accompagner, et je pense que les sages-femmes, c'est leur travail aussi, c'est d'accompagner le couple. C'est à la fois, je pense, de pouvoir soutenir le père et soutenir la mère. Comment ça se vit dans le concret, Michel, l'accompagnement de ces couples qui vivent cette nouvelle réalité? Mais donc effectivement, il y a de plus en plus de couples qui maintenant font appel à des sages-femmes pour la préparation à la naissance, se préparer à être parents, à savoir qu'on ne l'est pas dès le départ, mais aussi dans l'après. Je pense que c'est vraiment important d'être rassuré, de savoir qu'il y a ces décalages entre la femme et l'homme, que c'est normal que la femme se sente d'abord mère, que ça va passer, quelle place peut prendre le père, et surtout être le médiateur entre les deux à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre l'homme et la femme à ce moment-là, et que la sage-femme puisse leur donner la possibilité de recommuniquer ensemble en dédramatisant aussi la situation, en expliquant que somme toute c'est commun à beaucoup de gens de vivre ça.
c'est pas grave, que ça passe. Alors Corinne, une petite séquence ? Eh bien maintenant, Philippe, si vous êtes d'accord, je vous emmène au théâtre. Catherine et Léonore Méhus se sont penchées sur un roman écrit par leur grand-mère, Marie Denis. Avec la comédienne Stéphanie Van Vive, elles vont le réécrire et l'adapter au théâtre à Sime. C'est le récit de deux femmes que 50 ans séparent et qui se sont penchées toutes les deux sur leur désir ou non d'enfanter. Pour moi, l'automne, ça sent les marrons chauds, les champignons, le feu. Au théâtre du Bloquerie, deux femmes se sont donné rendez-vous sur les planches pour une histoire que 50 ans sépare. Au petit rond de grand-mère Cécile. Et n'oublie pas, à chaque fois, tu dois voir l'image. Hein. Tu dois voir l'image, tu dois voir l'image. Et ses parents. Éléonore, l'une des comédiennes, est la petite fille de Marie Denis, dont le roman a inspiré la pièce. Marie Denis, une grand-mère pionnière du mouvement féministe en Belgique. Maman de 6 enfants, elle n'a pas hésité pourtant à se poser des questions. Et si certaines femmes ne ressentaient pas le désir de maternité, ou du moins pas tout de suite. Question choquante à l'époque. Mais 2 générations plus tard, les choses ont-elles vraiment changé ? Le vécu quotidien n'est pas le même, mais les questions fondamentales restent toujours les mêmes. C'est la question du choix, la liberté de ce choix, d'être mère ou pas, la pression sociale par rapport à ces questions-là. Et au-delà de ça, ce qu'on avait nous aussi envie d'explorer, c'est la question de la transmission. En quoi nous sommes la somme des vécus de nos parents, de nos grands-parents, même de façon inconsciente, et en quoi nos choix qu'on croit libres aujourd'hui sont malgré tout influencés par ce que nos parents et grands-parents ont vécu avant nous. Entendre les commentaires, les conseils, les ça va venir. Tu n'es pas encore prête. Oh, c'est que tu n'as pas trouvé le bon. Sentir les reproches, les remarques envieuses, les « ouh, profite de ta chance, parce qu'une fois qu'ils sont là... » Je me demande pourquoi j'arrive pas à rentrer dans le cadre. Est-ce qu'on peut être femme sans être mère ? Je suis convaincue que oui, je ne suis pas convaincue que la société soit déjà prête à l'accepter vraiment. Je pense qu'en apparence, elle tient un discours qui dit qu'une femme peut exister tout à fait sans être mère. Je crois que dans les faits, c'est difficile à pouvoir assumer et sans se sentir jugée encore aujourd'hui. Comment peuvent-ils croire tous qu'ils font des enfants par altruisme ou générosité? Ils ont choisi d'en faire, bien, mais il y a quand même là quelque chose d'effrayant. Les parents instrumentalisent leurs enfants. Et le pire, c'est qu'ils s'en défendent. Les enfants, c'est la vie. Non, ça c'est facile. Non, moi je crois qu'on fait des enfants pour se sentir en vie, pour donner un sens à sa vie. On sait très bien que c'est très difficile de s'occuper des enfants, mais pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas évident tous les jours de se dire « Allez, je vais donner un sens à ma vie » sans nécessairement passer par le fait d'être parent. Mais je vais donner du sens en étant une personne honnête, constructive, bonne, et je vais faire avec ce que j'ai, autrement que simplement de dire bah, « c'est comme ça, on a une famille et puis le sens est tracé ». Tu veux que j'appelle plus tard quand les enfants sont couchés? T'es sûre? Ah bon? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, elle a mal? Elle saigne ou quoi? Ah, dis donc. Non, c'est juste... Oui, non, mais... Non, va voir si c'est grave. Oui, oui, j'attends. C'est à moi que tu parles, là? Putain, c'est quoi ce bordel, les gosses, je vous jure. Et Arnaud, il peut pas s'occuper des enfants pendant 5 minutes, histoire que je puisse en placer 2-3 sans que tu m'éclates le tympan? Ouais. Ah oui, il a bon dos, le boulot. Il t'aide un peu, au moins. L'art d'être mère, ou comment je me suis oubliée grâce à mes enfants. Les gosses, ça vous ramollit le cerveau, moi je vous le dis. Étant mère moi-même, je trouve que les enfants nous obligent à une acuité vis-à-vis du monde et donc à se sentir peut-être plus en vie. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Mais je ne dirais pas que c'est un choix de faire des enfants pour se sentir en vie. Je n'ai pas attendu les enfants pour me sentir en vie. Alors, on reprend un petit peu ce on vient d'entendre dans la pièce. Est-ce que l'on fait vraiment des enfants pour se sentir en vie, Michel? Une vaste question. Pourquoi on fait des enfants? Je pense qu'on pourrait en faire toute une émission. Mais je pense qu'aussi, fondamentalement, dans nos gènes, dans la mission de la pérennité de l'espèce, et des femmes sont vraiment étonnées de se dire « je ne pensais jamais que j'aurais eu envie d'être enceinte, d'avoir un enfant un jour ». Il y a cette mission-là qui existe. Hein. On doit transmettre
Et ça, c'est des choses qui sont vraiment archaïques et qui dépassent le désir. Philippe. Je pense que c'est ça qui nous différencie de l'animal, c'est que lui, il est programmé pour. Et je pense que la force de l'être humain, c'est justement de pouvoir faire un choix. Et donc de pouvoir refuser quelque chose que, effectivement, en tant que nous sommes aussi des animaux, en tant qu'animal, on peut tout à fait faire. Mais quand on reprend ça au niveau de l'humain, c'est sûr que ça suppose un choix, ça suppose un investissement, ça suppose, et on le voit bien dans cette pièce, tout ce que ça amène, effectivement, d'une réflexion en tant que personne, de dire est-ce que je vais consacrer ma vie à ça. Françoise Dolto disait, un enfant doit être à la périphérie du couple et pas au centre. Et dans le même esprit, elle rajoutait, et c'est important qu'une femme investisse ailleurs que sur son enfant. Parce que c'est très lourd pour un enfant de se retrouver complètement, de sentir qu'il est le seul sens de vivre pour sa mère. Je pense qu'elle doit effectivement investir dans plein d'autres choses. On a cette chance aujourd'hui où les femmes ne sont plus effectivement d'office reconnues comme femmes parce qu'elles ont un enfant. Elles peuvent être reconnues comme femmes pour des tas d'autres raisons, et notamment au niveau professionnel. Donc je pense que là, il y a effectivement à se décaler par rapport à ça. C'est peut-être plus difficile parce que ça suppose un choix, ça suppose donc à postposer ça dans le temps avec tout ce que ça amène de peur. Est-ce que je pourrais on sait que plus on attend, plus le risque de malformation est possible. Donc c'est pas simple aujourd'hui pour les femmes. Elles peuvent choisir et en même temps, ce choix pose question aussi. Est-ce qu'il y a une pression sociale sur les couples pour qu'ils aient des enfants ? Je crois qu'il y a un modèle sociétal, hein, la voiture avec la famille, 2 enfants, la belle maison, l'emprunt à la banque, c'est toujours cette image-là qu'on donne. Et dans la famille, on se marie, c'est normal que dans les 2 ans, on fasse un enfant. Et c'est vrai que je pense que la société n'est pas tout à fait prête non plus à ce que des couples n'aient pas d'enfants, n'est pas prête non plus à ce qu'il y ait d'autres modèles parentaux, comme les couples homosexuels, choses comme ça. Donc on doit encore cheminer là-dedans, je pense. Je voulais revenir sur l'idée, sur la notion de choix que Philippe Béag, dont Philippe Béag vient de parler. C'est que je pense que c'est difficile. Avant, on était enceinte, on n'avait pas le choix, on devait faire avec, comme on disait. Maintenant, il faut choisir le bon partenaire, le bon moment, la bonne époque. Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce que matériellement... Et je pense que ça met une pression terrible sur les familles aussi. Corinne, une 3e petite séquence pour nous aider à réfléchir sur cette thématique? Mais tout à fait. Maintenant, nous allons retrouver les parents du film Ciel, un bébé, comme on l'a vu, qui change les habitudes. Alors chacun réagit comme il peut. Et Philippe, vous allez voir les papas avec parfois plus de philosophie. Avant Manon, il y avait énormément d'amis qui venaient, on invitait beaucoup, on était invités, on allait souvent à gauche, à droite. Et je vais dire, les derniers mois de la grossesse et jusqu'à présent, donc depuis, on va dire facilement 1 an, on a tendance à se refermer sur nous-mêmes et c'est pas facile à comprendre vis-à-vis de notre entourage. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils n'arrivent pas toujours à comprendre. Tiens, mais enfin, ça fait 15 jours que tu n'as pas donné de nouvelles, qu'est-ce qui se passe et tout. Et pourtant, on me dit, mais tu as le temps, oui, c'est vrai. N'empêche, un enfant, ça prend beaucoup de temps. Ça va mieux, hein. Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Attends, ça va encore dans quel sens, ce bazar? Ça va comme ça. Nu is mijn lieve schat. Zoals het weer is, schat. Daar, hè. En mijn jongen. Zeg. Hè? Er is misschien wel een groot verschil tussen haar en mij. Il y a quand même une grande différence entre elle et moi. En tant que femme, elle est comme dans un cocon. Elle est ici 7 heures par jour, en train de nourrir son bébé. Entre les allaitements, elle dort. Elle voit son mari, point final. Moi, je suis dans mon magasin. À la fin de la journée, j'ai vu une dizaine de personnes. Quelqu'un me demande comment ça va, un autre me raconte quelque chose. Au fond, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses et j'ai été fort occupé. Quand on est seul, on peut absolument pas, même si on fait un cocon, on peut absolument pas rester enfermé tout seul avec son bébé. Je veux dire, ça va pas, c'est pas ça, je trouve, c'est pas...
Et donc, il faut faire exactement l'inverse. Il faut ouvrir sa porte et avoir un maximum de visites pour qu'ils s'habituent à avoir d'autres personnes qui font le rôle de la deuxième personne. Avant, dans notre agenda, visite à l'un ou à l'autre, faire ceci ou ça. Et maintenant, c'est le petit doit manger 5 fois. Attends, on n'est pas en train de dire qu'on ne fait plus rien non plus, mais quand même... On doit vivre à son rythme, en fait, oui, c'est ça. Voilà. Et ça c'est sans doute ce qu'on a sous-estimé. Avant qu'on ait Manon, je disais zut, on va chez les gens qui viennent d'avoir un enfant, on va discuter de Pampers, de l'ange, on va dire plutôt, de ce bébé. Bon, c'est bien, mais enfin, bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Et on remarque que maintenant, c'est terrible, on ne fait que ça. On ne fait que ça et c'est assez amusant d'ailleurs. C'est vrai. On sent qu'on a besoin d'en parler, de se dire, d'un côté, c'est aussi pour se rassurer, je pense, si on fait bien avec elle ou pas. De parler de ce qu'on a fait, de comment elle évolue, de se dire, mais oui, mais, elle est bien, on se dit, ouf, on a bien fait alors. Philippe Béac, comment rester couple tout en étant parent? Alors ça, c'est un art que chaque couple doit inventer, parce que je pense que cet enfant, on le voit, prend une telle place que fatalement, ça rechange, ça induit toute une série de changements, en tout cas dans la relation du couple elle-même. Et là, chacun le vit très différemment. L'homme peut se sentir complètement exclu, il peut aussi, on le voit, et c'est bien, ça va de mieux en mieux, il s'installe dans cette place-là. Mais je pense que les mères vivent en tout cas peut-être toutes les choses très différemment et une grande solitude, à mon avis. Alors cette solitude, justement, Michel, de quoi s'agit-il exactement? Je pense que comme il l'exprime aussi dans le film, la femme, elle reste toute seule à la maison avec ce bébé et voit son univers très confiné, pampers, biberon, je fais bien, pas bien. Et c'est ça l'intérêt, je pense aussi, d'avoir créé déjà en anténatal un contact avec éventuellement des sages-femmes ou des professionnels de santé qui peuvent expliquer aux femmes qu'elles peuvent inviter des sages-femmes à venir chez elles, à les rassurer pour briser cette solitude, expliquer qu'il y a des groupes de partage aussi, il exprime très bien, le couple, on en parle entre nous, donc on sait que les autres vivent ça aussi, ça nous rassure. Et donc il faut savoir que tout parent ici en Belgique a la possibilité de faire appel à une sage-femme qui peut venir à la maison après la naissance. Et les coordonnées des sages-femmes peuvent se trouver sur le site sagefemme.be. Ils peuvent même écrire à l'adresse contact sage-femme et on peut aussi les aiguiller, leur donner des conseils, répondre à leurs questions. Donc ne pas rester seul, briser cette solitude, c'est vraiment important. Et je pense que c'est à ce moment-là que se mettent en place aussi toutes les petits dérapages dans la relation mère-enfant. Et de rassurer une maman à ce moment-là sur ses capacités, ça va influencer toute la relation qu'elle va avoir son enfant à l'avenir. Et peut-être éviter de aller voir le pédopsychiatre. Est-ce que la venue, on peut peut-être clôturer là-dessus, est-ce que la venue d'un enfant, quelque part, va bouleverser aussi l'intimité du couple, Philippe? C'est clair, à tous les niveaux, sexuellement. D'ailleurs, c'est quand même important que les pères, qu'on prépare bien les pères en leur disant pendant un temps, voilà, une femme ne sera pas dans le mood d'avoir envie d'avoir des relations sexuelles, et ça peut prendre plusieurs mois. Il faut le dire à l'avance, parce que pour certains hommes, c'est tellement inacceptable, ça leur paraît, parce que personne ne leur en a parlé, qu'ils ont l'impression que effectivement cet enfant prend leur place. Alors que c'est pas le cas, simplement, elle est pour le moment complètement... Winnicott disait, une jeune maman, elle est folle, c'est très bien, elle est folle de son bébé, c'est très bien, c'est nécessaire, sinon il n'y aurait pas de relation. Il faut un temps où on la laisse à sa folie, et puis elle va peu à peu aussi avoir un moment envie d'en sortir. Et là, l'homme va pouvoir, le père va pouvoir effectivement prendre sa place en tant que mari, mais s'il a déjà pris une place en tant que père, et de plus en plus aussi, on sent qu'ils sont à se dire, oui, moi non plus, je sens que je suis pris par autre chose, et cet enfant prend une place terrible, et donc je suis moins centré sur effectivement ma vie de couple. Mais c'est important qu'elle revienne, cette vie de couple, évidemment. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir fait entrer dans ce monde de la parentalité. La parentalité, Corinne, qui est souvent liée avec l'amour. Alors c'est de cela que vous en avez parlé peut-être maintenant? Eh bien tout à fait. Maintenant, une séquence de page en page. J'ai eu le plaisir de rencontrer pour vous Éric Emmanuel Schmitt. Son dernier livre, Les deux messieurs de Bruxelles, nous parle de l'amour sous toutes ses formes.
Les deux messieurs de Bruxelles sont le nouveau livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Un recueil de 5 nouvelles dans lequel l'auteur y explore l'amour sous toutes ses formes et où chaque fois, il dépasse les apparences pour plonger dans la complexité du cœur humain. Je compose toujours mes livres de nouvelles en fait comme un roman. C'est-à-dire que généralement, il y a une nouvelle qui est comme une locomotive et qui tire les autres. Et je me rends compte qu'il y a une cohérence. Et donc, je mets ensemble des nouvelles qui se répondent. Ici, elles ont un thème commun, ces nouvelles. C'est les amours invisibles. Alors vous parlez d'amour, vous parlez beaucoup de souffrance aussi. Est-ce que pour vous, on peut être heureux sans souffrir? On ne peut pas être heureux sans souffrir. On peut être heureux après avoir souffert. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une grande erreur dans la conception contemporaine du bonheur. On pense qu'être heureux, c'est se mettre à l'abri du chagrin, de la douleur, de la maladie, de la mort. C'est impossible. Ça va vous rattraper. Donc être heureux, c'est accepter cette dimension difficile de l'existence et être heureux quand même. Vous savez, moi, j'étais un enfant spontanément heureux. Puis après, la vie, elle m'a donné suffisamment de coups pour que je cesse d'être heureux. Et en fait, la sagesse a commencé quand je me suis remis à être heureux malgré tout ça. C'est-à-dire que je me suis mis à aimer la vie d'une façon lucide, la condition humaine en sachant exactement ce qu'elle est, tellement fragile, et les rapports avec les autres, je me suis mis à les apprécier parce que j'ai su aussi leur intense fragilité. Donc le vrai bonheur, c'est un amour précis, presque chirurgical de la vie telle qu'elle est. Alors vous êtes obsédé par les personnages qui transmettent un héritage, que ce soit le savoir ou l'amour. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Je ne sais pas ce que je laisserai, je sais ce que je donne aujourd'hui. J'essaye de donner, à travers mes livres, un vrai amour de l'humanité, un vrai amour de la complexité des êtres, un amour sans jugement. Et je crois en l'humanité. Et beaucoup de gens, quand ils me lisent, me disent « J'ai l'impression de rentrer à la maison, d'être chez moi quand je vous lis ». Ce chez moi, c'est le chez nous. C'est-à-dire, c'est un lieu où les hommes, au lieu de se battre, pourraient s'aimer. Alors, voilà ce que je fais maintenant. Si ça se poursuit après moi, que ce soit par moi ou par un autre, je serai heureux. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez découvrir l'intégralité de l'interview d'Éric Emmanuel Schmitt, ainsi que de revoir l'émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Si vous souhaitez également redécouvrir le film Ciel un bébé dont nous avons eu 2 extraits au cours de cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur le site www.associationfdolto.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.